Dans la première partie de cet épisode, nous avons mis au clair les termes d'émissions évitées, compensées, séquestrées, afin de mieux en comprendre les tenants et aboutissants. Dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble de manière plus concrète les principes de précaution à avoir en tête lorsque l'on investit dans des projets de séquestration ou de compensation. Quels critères prendre en compte pour bien choisir les projets que je soutiens ? Comment est-ce que je fais pour interpréter, pour faire parler les résultats de ces projets ? Comment faire pour communiquer de manière juste à mon public sur ces résultats ? C'est ce que nous allons voir ensemble avec Manuel Coueslier, expert climat et environnement chez Mirova. Bonne écoute! Alors, bonjour Manuel, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter aussi Mirova avant qu'on commence? Bonjour Suzy, Manuel Coueslier, enchanté, merci pour l'invitation. Moi je suis expert climat et environnement dans une entreprise qui s'appelle Mirova, qui est un gérant d'actifs, filiale de Natixis. Donc un gérant d'actifs, c'est une entreprise qui gère de l'argent pour le compte de tiers. Nous, on est un gérant d'actifs entièrement dédié à l'investissement responsable. Voilà, on pourra revenir plus précisément sur ce que ça implique. Et moi, mon rôle plus précisément, c'est d'essayer de comprendre l'impact sur le climat et sur l'environnement de nos stratégies d'investissement ou des entreprises ou des projets dans lesquels on investit. Voilà, j'ai un passif en ingénierie de l'environnement et en économie, donc je suis pas un pur produit financier, mais avec quelques années d'expérience dans ce milieu, j'ai appris à connaître les implications du secteur financier. Donc nous, on est également peut-être important de préciser que Mirova est une société à mission, ce qui veut dire que on a une raison d'être qui n'est pas seulement de créer de la plus-value financière. On a aussi pour mission de contribuer aux objectifs de développement durable en général et du mieux qu'on peut à l'objectif global de neutralité carbone. Et je pense qu'on y reviendra plus en détail. Oui, tout à fait. On va évoquer plus tard le sujet de la communication sur les projets qu'on réalise. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quels sont les critères à prendre en compte pour faire les bons choix d'investissement ? À quoi il faut faire attention quand on choisit des projets à soutenir ? Alors, je vais me concentrer, pour le sujet qui nous intéresse, je vais me concentrer sur le climat, évidemment. Il y a, la- il y a beaucoup de critères à prendre en compte et ces critères dépendent aussi du type d'investissement qu'on va effectuer. Sans trop rentrer dans le détail, nous, on investit dans plusieurs types d'actifs. On peut investir dans des grandes entreprises cotées, au CAC 40 par exemple. Donc, c'est des entreprises qui ont des obligations réglementaires de communication de certaines informations, et on peut descendre jusqu'à des investissements dans des petits projets portés par de petites équipes de taille humaine entre guillemets. Et donc tout au long de cette chaîne-là, ce qu'on va se demander avant d'investir, c'est, pour ce qui concerne la partie climat, c'est à quel point ou de quelle manière notre investissement va permettre de contribuer à un objectif global de neutralité carbone ou va permettre de s'intégrer dans une ambition, dans l'ambition d'un scénario 1,5 degré par exemple, ou d'un scénario cohérent avec l'accord de Paris. Alors une fois qu'on a dit ça, ça cache évidemment plein de critères potentiels ou de détails qui sont liés aux projets ou aux entreprises. L'analyse, elle va varier énormément en fonction des secteurs d'activité qu'on va observer. Mais globalement, ce qu'on va se demander avant d'investir, c'est déjà dans quel secteur on se situe. Est-ce que c'est un secteur à fort enjeu sur le climat, c'est-à-dire est-ce que c'est un secteur qui par nature aura des impacts importants sur le climat, que ces impacts soient positifs ou négatifs. Et ensuite, on va se demander si, en particulier, si on se situe dans ces secteurs d'activité-là, dans quelle mesure euh, nos investissements, les projets, les entreprises dans lesquelles on investit sont capables à la fois de limiter l'impact négatif, donc l'empreinte carbone au sens où on l'entend traditionnellement, mais aussi de maximiser leur impact positif. Donc là,
On va peut-être rentrer dans le détail des métriques que l'on peut utiliser pour quantifier cet impact positif, mais on a toujours cette double approche qu'on peut aussi schématiser en une approche risque et opportunité. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter l'impact négatif de nos investissements, mais on va surtout essayer de maximiser l'impact positif et l'exposition que l'on peut avoir à des opportunités liées à la transition énergétique, à la lutte contre le changement climatique. D'accord. Alors, une fois qu'on a choisi son projet d'investissement, c'est pareil, peut-être une question qui peut paraître un peu bête, mais ça ressemble à quoi les résultats qu'on va obtenir et comment surtout on fait pour interpréter ces résultats? Alors, une fois qu'on a investi, là encore, ça va dépendre des types d'actifs dans lesquels on investit, mais le fil rouge, comme je le disais à l'instant, c'est pour nous d'obtenir une mesure, une compréhension suffisamment claire de la contribution de nos investissements à un objectif global de neutralité. Et là, tous les termes sont importants, et le terme sur lequel j'aimerais insister, c'est le terme de contribution. C'est-à-dire que Adrien en parlait dans l'épisode précédent. On n'observe pas ou on ne recherche pas un statut ou un état de neutralité carbone, par exemple, à l'échelle d'une entreprise, d'un projet ou d'un actif financier. Nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est dans quelle mesure notre investissement, et donc le sous-jacent de notre investissement, c'est le projet, c'est l'entreprise, dans quelle mesure cette entreprise, ce projet peut s'inscrire dans un scénario de neutralité carbone et peut contribuer à cette neutralité carbone qui n'existe qu'à l'échelle globale de la planète. Et donc, une fois qu'on a fixé cet objectif-là, théorique de compréhension de la contribution de nos investissements, on peut ensuite s'appuyer sur différentes métriques quantitatives qui sont principalement, donc la plus connue traditionnellement, une mesure de l'empreinte carbone des projets ou des entreprises. Là, cette mesure de l'empreinte carbone, elle peut être faite de différentes manières. Donc, les préconisations que nous on applique, les critères que nous on applique pour avoir cette mesure de l'empreinte carbone, qu'on la demande au projet directement aux entreprises ou qu'on la fasse calculer par un cabinet de conseil externe, c'est d'avoir premièrement une vision en cycle de vie des impacts. Donc pas uniquement les impacts directs, parfois décrits sous le terme de scope 1, donc sans trop rentrer dans le détail, on a plusieurs scopes d'émissions, scope 1, 2, 3. Oui, on l'a évoqué dans les épisodes précédents. Donc nous, on va demander à avoir une vision en cycle de vie des impacts de l'entreprise, et on veut que cette vision en cycle de vie, elle ne soit pas uniquement appliquée à l'impact négatif, donc au sens de l'empreinte carbone. On veut aussi être capable de comprendre les impacts potentiellement positifs de l'entreprise ou du projet sous la forme d'émissions évitées, par exemple, qui est une mesure quantitative de ce qu'une entreprise, un projet ou un service permet d'éviter dans le reste de l'économie. Et donc, on va s'intéresser à ces deux métriques-là, qui sont des métriques exprimées en tonnes de CO2 équivalent. On va avoir d'un côté une métrique d'impact négatif, de l'autre, une métrique d'impact positif. Ces deux métriques-là, quand elles sont communiquées telles quelles, elles n'expliquent pas grand-chose. Donc, évidemment, il faut les remettre dans leur contexte, regarder l'entreprise ou le projet dans son secteur, par exemple, quelle est l'additionnalité de l'entreprise ou du projet dans son secteur par rapport au reste du secteur, par exemple. Et il faut aussi regarder les actions qui sont mises en place et les stratégies qui sont mises en place pour faire progresser ces indicateurs-là dans le futur. Donc, notamment des objectifs qui peuvent être fixés de trajectoire de décarbonation, par exemple, dans les secteurs qui sont historiquement dépendants des énergies fossiles et donc plutôt carbo-intensifs. On peut regarder, on peut observer les trajectoires de décarbonation qui sont fixées par les entreprises et les actions qui sont mises en face de ces trajectoires. Donc là, il s'agit pas simplement de fixer un objectif de communication et de dire à l'horizon 2030,
nous nous sommes fixé l'objectif de réduire notre empreinte carbone de 30%. Pour atteindre cet objectif-là, évidemment, il faut mettre en place des actions, il faut faire la plupart du temps des investissements qui sont cohérents pour arriver à cet objectif-là. Et ces actions, elles doivent être détaillées à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc c'est l'ensemble de ces informations-là qu'on va observer pour juger de la qualité climatique d'une entreprise ou d'un projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de bien communiquer sur ces résultats? Pourquoi est-ce que ça peut même plutôt être, on va dans l'autre sens, pourquoi est-ce que ça peut être dangereux de communiquer n'importe comment, on va dire, sur ces résultats qu'on obtient? Alors c'est dangereux à plusieurs égards. C'est déjà d'un point de vue très pragmatique, on peut faire face à un risque réputationnel ou légal, c'est-à-dire que en racontant n'importe quoi sur ce genre d'indicateur, on peut très bien imaginer que dans 5 ou 10 ans, certaines organisations ou des individus se retournent contre nous en justice, et à juste titre, sur la base d'une communication fallacieuse qui aurait prétendu que on était aligné avec un certain scénario climatique, alors que dans le même temps, on continuait à développer de nouveaux projets d'exploration fossile, de charbon par exemple, ou de pétrole en Arctique. Et donc donc ça c'est une première raison très pragmatique, très terre à terre, mais qui parle souvent au secteur financier, et il faut parfois prendre cet angle-là pour avoir un levier sur le secteur financier par exemple. Et il y a aussi un sujet de cohérence, c'est-à-dire que si on communique n'importe comment sur ces indicateurs-là, si on communique par exemple sur une prétendue neutralité carbone qui serait obtenue en additionnant des émissions évitées ou des émissions séquestrées avec des émissions induites, en mélangeant tous ces indicateurs entre eux, on s'expose déjà à beaucoup de critiques, mais surtout en fait plus globalement à ce qu'on crée comme effet, c'est une discréditation un peu des efforts des entreprises et des projets et des personnes qui mettent vraiment en place les actions pour réellement contribuer à l'objectif climatique. Et donc, ça crée aussi un scepticisme dans le marché sur ces efforts. Et finalement, on jette le bébé avec l'eau du bain, et toutes ces actions-là qui sont menées sont discréditées dans le marché. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on pousse, nous, pour une réglementation plus contraignante sur les communications qui sont faites autour de ces indicateurs-là, sur la base notamment de ce que a préconisé l'ADEME, sur la communication sur la neutralité carbone. Et donc, il se met en place au fur et à mesure du temps, et c'est quand même rassurant, des règles qui encadrent la communication sur ces indicateurs-là, même si on continue de voir trop régulièrement des communications un peu fallacieuses sur de la neutralité carbone, ou sur une station essence qui serait carbone positive, parce que l'entreprise achèterait des crédits carbone dès lors que vous iriez chercher des litres de gasoil à la pompe, ce genre de choses. Heureusement, on commence à en voir de moins en moins. Alors, justement, comment on fait pour bien communiquer? Vous avez un peu évoqué certains cadres ou certaines bonnes pratiques. C'est quoi les précautions à avoir en tête et les bonnes pratiques à mettre en place pour bien communiquer? Alors, pour bien communiquer, je dirais qu'il faudrait déjà commencer par bien avoir compris en amont et bien avoir fait son analyse. C'est-à-dire que l'exercice de communication, il doit nécessairement être consécutif à une analyse sérieuse des impacts positifs, négatifs, de la contribution de l'investissement des entreprises ou des projets au changement climatique. Et donc, avant même d'essayer de communiquer quoi que ce soit, il faut déjà avoir une analyse sérieuse des impacts. Et ça passe. Donc ça peut sembler être le b.a.-ba, mais ça passe déjà par une mesure
sérieuse de l'empreinte carbone des projets et des entreprises. Donc, un bilan d'émissions sérieux, et ça a déjà été évoqué dans le podcast auparavant. Et pour ça, voilà, il y a plein de solutions qui existent. Hein. On peut commencer à faire l'exercice soi-même. On peut se faire aider par des consultants, des cabinets qui permettent de le faire. Nous-mêmes, en tant que gérants d'actifs, on pousse les participations dans lesquelles on investit à faire cet exercice et on leur permet de le faire parce qu'on pense aussi que c'est bénéfique pour tout le monde, pas seulement pour nous en termes de communication par la suite, mais aussi pour nos participations. Donc déjà de bien comprendre où se situent les postes d'émission les plus importants, sur quel poste d'émission il y a des leviers d'action pour s'inscrire sur une trajectoire de réduction, par exemple. Et donc ça, avant même d'essayer de communiquer, je dirais que le premier objectif, c'est déjà de bien comprendre les émissions, où elles se situent. Ensuite, sur les impacts positifs, toutes les entreprises ou tous les projets ne communiquent pas naturellement de manière harmonisée ou standardisée sur les impacts positifs ou les émissions évitées ou les émissions séquestrées potentielles. Et ça pousse pour une standardisation plus large. Mais nous, ce qu'on peut faire aussi en tant qu'institution financière, c'est simplement permettre ces calculs de manière homogène et standardisée pour ensuite, nous, à l'échelle de nos investissements, pouvoir communiquer de manière cohérente sur ces indicateurs-là. Et donc, en amont de notre communication, et je vais terminer sur la communication puisque c'était la question, mais vraiment, j'insiste sur le fait que en amont de la communication, il faut vraiment que le travail qui soit fait soit sérieux sur la compréhension des impacts positifs ou négatifs. Une fois que ce travail a été fait, on peut communiquer et là, il faut faire attention. Je dirais, il y a plusieurs points d'attention. J'ai déjà évoqué un peu entre les lignes, mais vraiment déjà dans les termes, quand on parle de neutralité carbone, d'impact évité, etc., à faire attention aux termes. Donc à parler de contribution à l'évitement d'émissions, par exemple, et pas dire voilà notre portefeuille d'investissement en tant que gérant d'actifs a évité 12 tonnes de CO2 ou même beaucoup plus en 2022. Ça n'a aucun sens et ça amène à des mécompréhensions déjà de l'impact du secteur financier pour ce qu'il peut apporter à la décarbonation de l'économie, mais aussi directement des projets et des entreprises dans le sens de ce qu'elles contribuent à éviter au niveau de l'économie. Et donc, dans notre communication, on est toujours très prudent dans la manière, dans les mots qu'on choisit, et on parle encore une fois de contribution à des impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, et on est très prudent dans les chiffres qui sont affichés. Et ça, c'est important aussi, j'en ai peut-être pas suffisamment parlé, mais dans la manière de calculer les chiffres, de calculer les indicateurs et les métriques quantitatives, de toujours appliquer un principe de précaution. Évidemment, on a, nous, intérêt, ou des entreprises ou des projets ont un intérêt à faire gonfler des chiffres qui les feraient apparaître comme plus vertueux qu'ils ne le sont. Mais finalement, pas tant que ça. On n'a pas tant que ça d'intérêt à faire ce genre de choses. Nous, certainement pas en tant qu'institution financière à conviction très forte sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'on s'attache à faire, c'est être très prudent sur les calculs qui sont effectués, puis ensuite sur la communication qui est faite. C'est-à-dire, voilà, nous, on essaye de contribuer à un objectif de neutralité carbone. Ce dans quoi on investit, on estime que potentiellement ça contribue à éviter une certaine quantité d'émissions et que sur cette base-là, on estime que l'investissement est cohérent avec un scénario climatique ambitieux. Voilà le genre de communication qu'on peut faire. Évidemment, il y a des pincettes partout. C'est important parce que ces calculs-là et ces communications-là, elles sont nécessairement et ils sont nécessairement pour les calculs remplis d'hypothèses qui sont toujours discutables. Et donc, on fait toujours le choix
d'appliquer un principe de précaution et d'être transparent sur la manière dont les calculs sont effectués. Alors, si on peut élaborer un peu plus sur le concept de communication, c'est quoi les standards, les cadres conceptuels qu'on peut mettre en place, enfin qu'on peut suivre plutôt, pour avoir une communication cohérente sur ces sujets-là? Alors, il y a plusieurs cadres conceptuels. Je peux en évoquer quelques-uns généralement sur la contribution à la neutralité carbone, sur les émissions évitées, les émissions séquestrées, un cadre conceptuel qui permet d'avoir une bonne compréhension en première approche et même plus approfondie. C'est un cadre qui s'appelle la Net Zero Initiative, donc qui permet de bien comprendre quelles sont les manières de décrire les émissions, donc les émissions induites, les émissions réduites directement dans son périmètre, les émissions évitées, donc celles qu'on permet aux autres d'éviter, et enfin les émissions séquestrées qui étaient évoquées par Adrien dans l'épisode précédent. Ce sont des cadres conceptuels qui permettent d'avoir, voilà, ils portent bien leur nom, c'est un cadre conceptuel, c'est pas forcément un outil qui permet de faire les calculs, mais c'est un cadre qui permet de bien distinguer les notions qui sont parfois un peu complexes sur la compréhension de l'impact climatique des entreprises. Et ensuite, il y a des cadres conceptuels un peu plus précis sur les émissions évitées, par exemple, ou des cadres conceptuels qui sont dédiés à certains secteurs plus qu'à d'autres, puisque des secteurs ont des spécificités par rapport à d'autres dans les calculs qu'ils doivent effectuer pour communiquer sur des émissions évitées, par exemple. Et enfin, et là je vais parler pour ce qui concerne le secteur financier, puisque je le représente un peu dans ce podcast. Pour le secteur financier, il y a aussi des cadres conceptuels qui se développent et auxquels on essaie de contribuer au maximum sur la manière de communiquer. Par exemple, nous, on investit dans des projets ou dans des entreprises qui potentiellement évitent des émissions. Ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes nous en évitons. Donc, ça peut paraître comme des problèmes sémantiques un peu précis, mais nous, on se pose la question en tant qu'investisseur de l'additionnalité de nos actions et donc de nos investissements, de ce qu'on apporte finalement à la problématique climatique, à l'objectif de transition énergétique. Et donc, ce qu'on se demande, c'est naturellement l'impact de ce dans quoi on investit, mais c'est aussi l'impact de nos stratégies d'investissement, de la manière dont elles sont construites, des échanges que l'on a avec nos participations, les projets qu'on a. Et donc, ça, c'est pas vraiment un cadre conceptuel de place, mais pour nous, c'est un cadre conceptuel presque philosophique dans lequel on doit se placer et dans lequel je pense que la finance doit se placer pour pouvoir réellement contribuer à la transition énergétique et pas seulement communiquer sur les impacts de ce dans quoi elle investit, par exemple. Alors j'ai une dernière question pour clôturer cet épisode. Est-ce que vous auriez un message ou un conseil à faire passer à des entreprises qui envisagent de se lancer dans ce genre d'opération d'investissement et qui vont se lancer, communiquer sur le sujet? Oui, alors le principal message, c'est déjà quand l'ambition est présente, je dirais que la moitié du chemin est parcouru, puisque si les entreprises veulent faire cet effort de compréhension, finalement, elles sont déjà sur les bons rails. Et donc, une fois qu'elles veulent faire cet effort de compréhension, évidemment, il y a des choix à faire qui sont importants dans les approches, dans la manière de communiquer, etc. Mais je pense que une première étape, c'est de permettre une appropriation du sujet climatique, puisque c'est le sujet plus particulièrement, de permettre une appropriation de ce sujet au sein de l'entreprise. Et quand ça vient des salariés, des différentes sections d'une entreprise, de ce que moi j'ai pu observer dans ma carrière en tout cas, les
transition et les changements d'attitude et de politique au sein de l'entreprise ou du projet sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus ambitieux. Et donc, ça peut paraître un peu anecdotique, mais faire une fresque du climat dans une entreprise, permettre une appropriation des sujets euh, par tous les salariés, y compris les dirigeants, et peut-être surtout les dirigeants, ça peut permettre aussi d'accélérer fortement la transition des entreprises. Et si cette ambition est créée assez naturellement, la communication, les efforts de compréhension des impacts vont être suffisants et vont nous emmener sur la bonne voie. Mmh. Ça fait le lien avec un de nos épisodes précédents qui était sur le fait d'embarquer les différentes parties prenantes de l'organisation dans la stratégie. Et ouais, finalement, quand on a embarqué tout le monde, le reste suit, quoi. Est-ce que vous avez l'air de dire? Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Super. Ben, merci beaucoup, Manuel, pour ce retour et ces conseils autour de la communication. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. C'est la fin de ce 9e épisode consacré aux notions de compensation, séquestration, neutralité carbone et aux émissions évitées. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce que veut dire et ce qu'implique chacun de ces termes, pour ainsi vous permettre de faire des choix en conscience et de communiquer de la bonne manière sur votre stratégie de transition bas carbone. À bientôt!